voudrais remercier pour cette initiative ATTAC, bien sûr, et puis la ville de Cergy. Des initiatives comme celle-ci, il y en a, mais il y en a trop peu, parce que, on l'a vu juste à l'instant, tant est à faire. Alors tant est à faire internationalement, tant est à faire ici. Alors en effet, pour revenir aux propos qui m'étaient demandés, les situations sociales, les situations économiques sont extrêmes. Les vies. Moi, j'entendais ce que Solange dit, hein, chaque fois que nous prenons notre iPhone ou smartphone, enfin quelconque, nous avons du sang dans la main. Toutes les situations sont interconnectées, y compris dans nos vies, et pour beaucoup par l'action des multinationales. L'action des multinationales, c'est le modèle symbolisé depuis les années 90 par Nike. Vous savez que ces chaussures sont conçues aux États-Unis, sont fabriquées à partir de caoutchouc d'Asie du Sud-Est, de cuir provenant d'élevages sud-américains, de coton provenant d'Inde ou de Turquie, de matières synthétiques chinoises et finalement assemblées en Indonésie, par exemple, avant d'être revendues partout dans le monde. La production, elle est multiple et ça indique la complexité grande à s'opposer aux multinationales. De même, un t-shirt H&M est fabriqué au Bangladesh avec du coton d'Ouzbékistan, etc. Une étude de la Confédération syndicale internationale a essayé d'estimer le nombre de salariés qu'emploient les 50 plus grandes multinationales. Alors, si on s'en tient à leur effectif direct, mais c'est un faux semblant, on est aux alentours de 7 millions de personnes dans le monde. Mais si on prend par contre toute la chaîne d'approvisionnement, et c'est ainsi que les multinationales fonctionnent avec les sous-traitants qui dépendent absolument d'eux, alors nous sommes à 116 millions de personnes. 116 millions de personnes, le double de la France, qu'emploient les 50 plus grosses multinationales. C'est dire l'immense pouvoir économique de ces firmes contre lesquelles il y a très peu de contrepoids, parce que le mouvement syndical, qui est organisé certes internationalement, mais prioritairement nationalement, a énormément de mal à poursuivre, y compris en justice, les multinationales pour les abus commis dans tel ou tel pays sous-traitant. On parlait à l'instant de l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, qui abritait donc les ateliers textiles qu'on connaît, des grandes marques occidentales, qui a fait plus de 1100 victimes. Aucune des multinationales dont on a retrouvé des étiquettes dans les décombres n'a été sérieusement inquiétée en justice. Aucune des multinationales n'a fait l'objet d'une campagne de boycott, y compris sur notre sol, ce qui aurait été une réponse à la hauteur. Le pouvoir de ces firmes est un pouvoir, comme souvent le pouvoir d'ailleurs, le pouvoir est un pouvoir d'empêcher, est un pouvoir de taire, est un pouvoir de faire silence, est un pouvoir de faire comme si ça se passait normalement, alors que rien ne se passe normalement. Et l'effondrement du Rana Plaza en est, j'allais dire, un symptôme, mais parmi combien d'autres mots, invisibilisé. Invisibilisé. Invisibilisé par qui? Invisibilisé par, bien sûr, les immenses pouvoirs que ces multinationales ont en matière de communication, dans la possession d'un certain nombre de médias, mais également avec, à leur profit, à leur usage, une armée considérable de juristes, de droit des affaires, etc., qui s'emploient à rendre quasiment impossible de les attaquer. L'évitement fiscal, c'est un beau mot
pour dire en réalité qu'on fraude en effet et que tout ceci sert les dividendes des actionnaires et non pas d'aucune espèce de façon les pays où même sont réalisés les profits, sans parler des pays surexploités. L'évitement fiscal des multinationales représente 500 milliards de dollars de pertes annuelles pour les gouvernements. Pour le fisc français, c'est 18 milliards en moins. 18 milliards en moins qui ne va pas financer l'éducation, qui ne va pas financer la santé, mais qui par contre profite aux dirigeants des entreprises dont les rémunérations explosent et aux marchés financiers et aux dividendes versés aux actionnaires. Un autre chiffre, pour les entités les plus riches du monde, en 2017, sur les 100 entités les plus riches du monde, 69 étaient des multinationales et seulement 31 relèvent de gouvernement. Donc les 2/3 des entités les plus riches du monde sont des multinationales. En termes de revenus, l'Espagne ou l'Australie pèsent moins que Walmart. Le Mexique ou la Suède pèsent moins que Shell. La Russie pèse moins que Toyota. Pour ce qui est des pays pauvres d'Afrique ou d'Asie, n'en parlons même pas. La différence est considérable. Et je le disais, les multinationales de surcroît disposent d'une armée de lobbyistes et d'avocats qui profitent de toutes les failles dans les nouvelles régulations, mais qui surtout s'en vont eux-mêmes essayer de faire les régulations. J'y reviendrai dans un instant. Juste un exemple ou deux sur cette armée de lobbyistes et d'avocats. Dans le cadre d'un conflit emblématique opposant Chevron à des communautés équatoriennes victimes de décennies de pollution, la multinationale pétrolière américaine employait à un moment donné plus de 2000 avocats. En plus de recourir au service d'une firme d'intelligence économique, c'est-à-dire de renseignement, d'une sorte de CIA privée, pourrait-on dire, pour 15 millions de dollars par an. Les sommes que l'on peut mobiliser pour empêcher, le pouvoir est souvent un pouvoir d'empêcher, pour faire silence, pour dissimuler, pour que continue le business as usual sont absolument considérables. Même en France, lorsque le fisc, et on l'a vu sur les GAFA, envisage un redressement à l'encontre d'une grosse multinationale, il réfléchit 2 fois avant de s'engager parce qu'il n'est pas certain d'aucune espèce de façon, même l'État français, d'obtenir gain de cause. Et alors ça se joue en milliards de dollars. Comment peut-on, question, tolérer que ce droit des affaires, que ces tribunaux internationaux, que ces firmes multinationales aient à hauteur des États, et ça se démultiplie, vous le savez, et Attaque le sait bien, avec les traités commerciaux type CETA, TAFTA, etc., ou Mercosur, comment peut-on imaginer et accepter qu'il y ait une légitimité quelconque face aux États qui, théoriquement, je dis bien très théoriquement, représentent la souveraineté des peuples? Comment peut-on légitimement comprendre que des multinationales aient le droit de nous mettre à l'amende, quoi, comme on dit, de nous mettre à l'amende, et de milliards de dollars de surcroît? Beaucoup de travaux ont été effectués sur ce qui se passe, parce que là, on est, j'allais dire, en aval, mais sur ce qui se passe en amont. Souvent, on dénonce le pouvoir des lobbies, mais
Le pouvoir des lobbies, c'est pas simplement pour les multinationales, c'est une vision là trop étroite, c'est pas simplement accoster ou payer un député ou des députés ou beaucoup de députés ou des partis dans les couloirs de l'Assemblée nationale à Bruxelles, les inviter à déjeuner, leur rédiger des amendements législatifs prêts à l'emploi et qu'on retrouve d'ailleurs très directement, du copier-coller dans les propositions de loi. Cette influence des multinationales est plus complexe. C'est ce qu'on appelle la capture du régulateur. Elle est plus complexe parce que, avec l'armée appointée de façon extrêmement élevée, d'où vient la soumission et la docilité? Vous savez, du fric énorme que les gens touchent. Je me souviens, il y a peu, j'avais un entretien, je ne m'en félicite pas, avec une journaliste de Paris Match, très sympa d'ailleurs, qui me dit « je suis désolé, de poser des questions débiles, je me rends bien compte que c'est stupide, et que mon métier, vous ne devez pas le considérer avec beaucoup de... ou le journal où je travaille, pas le considérer avec beaucoup d'aménité. » Je suis resté poli. Elle a enchaîné, et vous savez, moi non plus, mais je suis extrêmement bien payé. Et je suis extrêmement bien payé. Donc, oui, vous avez, par les multinationales, dans les multinationales, cette arrivée d'un nombre de juristes tout à fait compétents, extrêmement bien payés, qui connaissent les rouages administratifs sur le bout des doigts. Parfois, ce sont d'anciens commissaires européens, d'ailleurs, qui sont recrutés. Et parfois, ce sont d'anciens parlementaires européens, ministres de la Défense, avant d'être démissionnés pour le financement d'un parti. Je ne sais pas si vous voyez qui je veux dire, est proposé par Macron et retoqué par le Parlement européen, qui étaient appointés par des think tanks qui cachaient en réalité des lobbies des multinationales. Et donc, on a avec ces gens, avec cette armée de lobbyistes, des concertations informelles, des connivences personnelles basées sur la fréquentation des mêmes grandes écoles, qui, en réalité, jouent en amont dans la fabrication des lois, notamment bien sûr à Bruxelles. Notamment bien sûr à Bruxelles, où ils n'ont pas besoin, dans un grand nombre de cas, d'agir au grand jour. Ils ont capturé le régulateur, c'est-à-dire capturé tel membre influent de la Commission, qui a un nombre suffisant de députés, pour que de toute façon, ce qui va être proposé à la loi est formulé dans des termes qui leur seront bénéfiques. Donc, en aval et en amont, les multinationales ont un pouvoir absolument gigantesque, et la souveraineté des États, je crois l'avoir suggéré, est extrêmement limitée à partir de là, d'où la nécessité encore plus forte de ne plus être comme on l'est trop, tous et toutes, côte à côte, juxtaposés, y compris même dans des luttes juxtaposées, mais qu'à un moment donné, nous soyons coude à coude, non pas dans des structures qui seraient des structures qui nous enrégimentent, dans des structures qui fonctionnent horizontalement, dans des réseaux, mais qu'au moins on soit coude à coude agissant ensemble. Parce que autrement, quand les gens merveilleux dont on parle mènent leur bagarre de façon isolée, encore une fois, les résultats sont extrêmement peu dérangeants pour ces forces que je viens d'évoquer. Ces forces que je viens d'évoquer sont concomitantes avec la formation d'une nouvelle classe sociale. D'une classe sociale qu'on peut nommer la bourgeoisie mondialisée, ou bien une sorte d'hyper-bourgeoisie mondialisée. Cette hyper-bourgeoisie mondialisée est aujourd'hui un groupe social
qui, pourrait-on dire, n'a pas véritablement d'attache, si ce n'est l'attache de son compte bancaire, généralement dans quelques paradis fiscaux, mais qui proviennent je serai rapide là-dessus, qui proviennent des mêmes formations, des formations qui sont de plus en plus internationalisées et qui, généralement, permettent un brassage très précoce des élites. Moi, je travaille donc à l'Université de Picardie. Malheureusement, nous sommes obligés d'envoyer des étudiants en stage dans des entreprises pour valider quelques cursus, etc. Ils s'en vont en stage parfois dans un centre des impôts, dans l'Aisne ou dans l'Oise, mais les étudiants de Sciences Po, Paris, j'ai fait Sciences Po Paris, mais ce n'était pas comme ça à l'époque. Les sections services publics étaient des sections qui menaient normalement, par exemple à l'ENA ou ailleurs, mais qui étaient les plus valorisées. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Les sections économiques et financières sont des sections qui sont les seules reconnues comme parcours d'excellence. Les étudiants de Sciences Po Paris, ou des autres d'ailleurs instituts d'études politiques, font des stages très vite, au bout d'un semestre, à l'étranger, dans des banques londoniennes, dans des banques bruxelloises, dans des banques américaines. Ils font des bals de fin d'année ou de milieu d'année qui permettent sur le marché des partenaires éventuels de recruter quelques amours d'un temps de façon internationalisée de la même façon. Si bien que ce produit, alors c'est comme dans les rallyes bourgeois à Versailles, hein, bon, sauf que là, c'est des rallyes bourgeois, mais de l'hyper-bourgeoisie mondialisée. Donc nous avons une endogamie et dans la formation et dans la constitution des couples et dans la constitution des réseaux d'interconnaissance et dans la constitution d'une façon de voir le monde et dans la constitution d'une façon de ne pas voir, j'allais dire tout le monde, c'est-à-dire nous tous, qui fait que ces gens que je disais sans attache, autre que leur groupe social et leur compte en banque, sont en réalité extrêmement dangereux. Ils n'ont avec nous aucune relation. Ces personnes ne connaissent de leur vie aucun... Je doute qu'ils viennent à Cergy. Non, je me trompe. Ils viennent à l'ESSEC, pas loin. Mais ils en repartent, très vite. Ils y font venir aussi, il y a une vidéo qui circule sur YouTube, hein, Carlos Ghosn, regardez-la, elle vaut son pesant d'or, notamment quand Blanquer l'accueille, tout de docilité, envers un aussi prestigieux personnage que Carlos Ghosn. Ce qui, d'ailleurs, est la marque de fabrique de Jean-Michel Blanquer. La docilité aux puissants, la docilité au libéralisme qu'il s'en va imposer dans tous les programmes, et notamment les programmes de sciences économiques et sociales en lycée, et avec la réforme du bac. Mais restons sur notre propos, ce qui m'évitera d'être désagréable davantage. Ces personnes vivent dans les mêmes lieux. Alors, dans les pays du Sud, ils vivent à l'abri de milices privées. Pourrait-on dire presque dans des sortes de camps militaires de riches, hein, entourés de hautes murailles, entourés d'hommes en armes, entre eux, ne sortant qu'entre eux et dans les lieux chics. Ici aussi, dans les beaux quartiers, sous triple digicode, dans des lieux clos où ils ne connaissent, et tous et toutes qui en sortent. Je le répète peut-être, mais je crois qu'il faut le répéter sans cesse. Ils ne connaissent aucun employé. Ils ne connaissent aucun ouvrier.
Ils ne connaissent aucun technicien. Ils ne connaissent aucun cadre moyen ou même supérieur d'ailleurs. Ils ne connaissent aucun étudiant en galère, 20% d'entre eux sont sous le seuil de pauvreté. Ils ne connaissent aucun locataire qui paye difficilement, vu les loyers qui ne cessent d'augmenter ses loyers. Ils ne nous connaissent pas. Et ce sont eux qui font les lois. Nous sommes dans deux mondes séparés. Et ce sont eux qui font les lois de notre monde. Est-ce que ceci peut durer plus longtemps sans qu'on les arrête? Car, comprenons bien ceci, s'ils sont où ils sont, c'est que, à l'intérieur de l'élite, il ne faut pas avoir de l'élite une vision irénique, c'est-à-dire une vision pacifiée. Non, il existe des luttes féroces à l'intérieur de l'élite. Eh bien, dans les luttes à l'intérieur de l'élite, ils sont ceux qui ont triomphé. Ils sont ceux qui ont vaincu. Et qui ont vaincu parce qu'ils ont, plus que les autres, intériorisé mieux que les autres toutes les catégories qu'ils veulent ensuite imposer, qui sont les catégories constitutives de l'entreprise privée. Le marché comme seule solution, la hiérarchie comme seule solution, le profit maximum et la rentabilité immédiate comme seule solution, etc. etc. La compétition comme seule sélection, comme seule solution, et la sélection aussi comme seule solution, etc. Ces gens ont triomphé parce qu'ils ont intériorisé plus vite et plus que d'autres ceci. Pourquoi, maintenant qu'ils ont triomphé, qu'ils sont au top, arrêteraient-ils leur job? Ces gens ne s'arrêteront pas. Donc la seule solution est que nous les arrêtions, ou bien ça ne s'arrêtera pas. Et parfois, j'entends des amis ou camarades qui disent leur rêve enfoui, leur fantasme, c'est le retour au XIXe siècle. Oh, j'en suis pas même certain, parce que le XIXe siècle, c'est peut-être encore trop bien payé pour nous, par rapport à ce qu'ils veulent nous donner. Ils nous exploiteront autant qu'ils le peuvent, car nous n'existons pas pour eux. Jamais, pas du tout, jamais. Voilà. C'est ce qui permet à Macron de considérer, si je l'ai bien entendu, qu'il n'y a pas de problème à l'université, qu'après tout, tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien. Tout va très bien, sauf qu'il y a le feu. Et Madame la Marquise ne le voit pas. Ce que sont des gens qui se déplacent soit en avion privé ou qui se déplacent en classe affaires, qui séjournent dans des restaurants où on ne va pas, dans des clubs de sport où on ne va pas, dans des enclaves résidentielles huppées, dans des lieux de villégiature où on ne va pas, à Ramatuelle, à Saint-Barthélemy, à Portofino, à Aspen, à Gstaad, certains riads à Marrakech, où on peut peut-être croiser des SK, comme ou Bernard-Henri Lévy, pour citer parmi les étoiles de ce monde. Ce sont des gens qui investissent beaucoup dans l'art, parce que c'est tellement chic d'être chic. Surtout quand c'est cher, parce que c'est tellement chic de montrer aux gens chics à quel point on est chic. Leurs seuls enjeux sont des enjeux de leur monde. Leurs seuls enjeux sont des enjeux dans leur monde. Des enjeux de prestige, de hiérarchie d'eux-mêmes dans leur monde, et aussi de richesse, naturellement. Des placements également. L'art, j'en citais à l'instant, est un placement, entre autres choses. Est un fétiche de prestige, comme dirait Marx, mais est aussi un placement. Et donc, vous comprenez la situation, cette situation est juste, comment dire, si on la prend au sérieux, une situation qui soit sera renversée, ou soit nous fera exploser. Car il n'y a aucune raison qu'ils nous considèrent,
puisque nous n'existons pas, et puisque les seules personnes qui existent sont les personnes, quelques fractions qu'ils connaissent, dans leur monde. Alors, je voudrais juste, pour revenir à la France, parce que nous ne devons pas oublier, même, je pense, quand on fait le tour des inégalités internationales, la situation qui est à nos pieds. Je crois très important d'attirer l'attention, premièrement, quand on parle d'inégalité, sur ce peuple d'invisibles auquel on s'est trop résigné, vis-à-vis desquels nous détournons souvent le regard et nous passons à côté d'elles, et eux, nous passons à côté, en tout sens du terme. Je veux parler bien sûr des plus pauvres des pauvres et des sans-logis. Des sans-logis. Les sans-logis, en France, sont une masse assez considérable. Il faut savoir que la statistique publique cesse d'avoir des dispositifs réels pour les compter. De sorte que on est obligé, même y compris si on regarde le rapport de la Fondation Abbé Pierre, on est obligé d'avoir des estimations qui sont des estimations minimales, parce que minimales. Minimalement, donc, on dénombre dans ce pays qui constitue tout de même la 6e ou la 7e puissance, du débat entre spécialistes, 6e ou 7e puissance économique mondiale. Donc quand on veut nous faire travailler plus en disant qu'on coûte trop cher et que notre productivité est lamentable et que nos retraites, le système français, etc., est épouvantable, nous sommes 66 millions de personnes, c'est-à-dire cacahuètes sur cette planète. 66 millions de personnes, la 6e ou la 7e puissance mondiale. C'est que probablement on doit dégager économique. C'est que probablement on doit dégager un tout petit peu de travail, et un tout petit peu de travail qui a de la productivité et qui a un tout petit peu de richesse au bout, entre autres choses. Eh bien, dans cette 6e ou 7e puissance mondiale, on évalue à 100 000, 150 000 plus probablement, 200 000 disent certains, le nombre de sans-logis. L'équivalent du Havre, l'équivalent de Grenoble, l'équivalent de Rennes, qui dort sans chauffage, sans sanitaire, ni eau, dans des voitures, dans des chantiers, dans des parkings, qui sont jetés à la rue, qui sont laissés dans la rue, qui sont mangés par la rue, qui sont abandonnés et qui sont tués par la rue. Leur nombre s'accroît. Leur nombre va s'accroître. Va s'accroître pourquoi ? Parce que le chômage, quoi qu'on en dise, le chômage de longue durée par exemple, s'accroît. Parce que les facilités offertes avec la loi Pénicaud et puis d'abord la loi El Khomri, offertes pour licenciés ou employés à très bas salaire, rendent sans cesse davantage les loyers impossibles à payer. Parce que les services sociaux, les associations sont débordées, leurs moyens sont insuffisants. Parce que, et tout à l'heure tu parlais du secours populaire, c'est le dernier rapport là pour le coup du secours catholique, la réforme du chômage va faire basculer, là, dans les mois qui viennent, 500 000 personnes au RSA. Et qu'avec 500 €, super vite, c'est des galères de logement et au final la rue. Parce que, également, il existe dans la gamme des logements sociaux, ce qu'on appelle des logements très sociaux, les PLAI, qui rapportent très peu aux bailleurs et donc qui ne sont pas construits. De ces pauvres parmi les pauvres, qui s'en occupe ? Qui s'en occupe à hauteur des besoins ? Alors que la France compte, rappelons-nous les chiffres, 100 000, 150 000, 200 000 sans-logis. La France compte 3 millions de logements vacants. 1 million de plus qu'il y a 10 ans. 1,5 million sont des logements vacants collectifs. 296 000 logements vacants collectifs sont situés à Paris. Ce qui veut dire que, de suite presque, sous 6 mois en tout cas, il est évidemment possible qu'il n'y ait plus personne à la rue.
La plupart de ces logements vacants sont laissés vides par des fonds d'investissement, par des grandes entreprises ou même par des organismes publics, à Paris notamment, qui très souvent spéculent sur la hausse de l'immobilier. Or, la copine tout à l'heure nous parlait de la loi, disait qu'il faut s'en servir. Oui, existe la loi Dallot. La loi Dallot qui impose au préfet de reloger sous 6 mois toute personne sans logis, après examen de sa situation par une commission ad hoc. Mais bon, le droit au relogement est dans la loi. Le droit au relogement n'est pas appliqué. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, tant d'inégalités sont à dire encore, je veux avoir le temps d'en dire quelques-unes. Mais je crois que les mots ne diront, comme Solange le suggérait tout à l'heure, concernant la souffrance, les phrases, les mots ne peuvent pas la restituer. Il faut la vivre. Et les mots ne peuvent dire ce qu'est vivre dans la rue. La rue, me disait Jean-Baptiste Ayrault d'Udal, il y a peu de temps, c'est une torture, c'est une mort lente. La rue, concrètement, c'est très vite des plaies aux jambes, aux pieds, blessés, qui s'infectent, les dents, les gencives, des bronchites pas soignées, des raclées pour un banc correct, puisque beaucoup de municipalités, vous le savez, soit mettent des pics, soit font des bancs comme ça. La rue, ce sont toutes les affaires volées, possiblement, dans l'incertitude chaque instant, des jours à traîner, des jours à fuir, des jours à être insultés, des jours à être chassés, et les diarrhées, et les problèmes gynécologiques. 1 personne sur 3 maintenant dans la rue sont des femmes, et les viols. La rue, c'est chaque soir essayer de trouver où on va dormir, où on va se cacher pour dormir. Et la rue, c'est la mort. De 2012 à 2016, 3000 personnes sont mortes par an dans la rue. Un mort tous les 3 heures. On en parle très peu, à ma connaissance, sur BFM Télé. Ou ailleurs. La durée moyenne de vie dans ce pays, qui est évidemment la durée la plus haute du monde, espérons que cela continue, espérons qu'on puisse contrôler ce qu'on bouffe, parce qu'autrement ça ne continuera pas. Et espérons qu'il n'y ait pas de réforme des retraites, parce qu'autrement ça ne continuera pas. Mais la durée moyenne de vie dans ce pays dépasse les 80 ans à peu près, 82, 3 je crois pour les femmes, et à peu près 80 ans pour les hommes. Dans la rue, elle est de 49 ans. Une fois dans la rue, tu meurs 15 ans plus tard. Je ne vais pas être trop long, juste vous dire quand même que en 10 ans, dans les années 2000, le prix des logements a augmenté de plus de 100% et le prix des loyers de plus de 50%. Que de profits réalisés, parce que tout ça ne va pas nulle part, mais dans des poches, dans les poches de certains, et que d'êtres humains sacrifiés. Alors, vous me direz, il y a bien l'hébergement d'urgence. Je vais dire juste 2 mots maintenant là-dessus, puis passer à un autre type d'inégalité, mais l'hébergement d'urgence, qui est dans la loi, en violation de la loi, toujours en violation de la loi Dallot, j'en parlais tout à l'heure, en violation de la loi, cette fois pour l'hébergement d'urgence, les demandes d'hébergement d'urgence sur le pays ne sont pas satisfaites très largement. Elles ne sont pas satisfaites pour 53% d'entre elles, 1 sur 2 dans les Bouches-du-Rhône. Pour 75% d'entre elles, 3 sur 4 à Paris. Pour 83% d'entre elles en Seine-Saint-Denis et dans le Rhône. Les gens sont abandonnés à la rue. Y a-t-il rien à faire?
N'y a-t-il aucune espèce de solution? Non, pas du tout, parce que la loi de réquisition existe. La réquisition, elle est dans la loi. Elle est dans la loi, dans l'ordonnance de 1945, complétée en 1998. Le représentant de l'État dans un département, le préfet en l'espèce, peut réquisitionner des logements vacants durant 1 à 12 ans, et les propriétaires, d'ailleurs, ne sont pas véritablement spoliés parce qu'ils perçoivent une indemnité. Mais avez-vous connaissance d'une seule réquisition de cette espèce? La réponse est non, puisqu'il n'y en a pas. Ce serait bousculer un peu, mais extrêmement peu en réalité, si peu, ceux qui spéculent et qui sont dans les mêmes réseaux d'affinité et de connivence que la haute fonction publique. Donc rien n'est fait. L'encadrement des loyers, loi Duflot, qui pourtant avait infiniment des limites, a été supprimé. Et pourtant, ce n'était rien. Mais quand on agit contre les riches, c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez cet Astérix-là, où Obélix a mal au ventre et il suffit qu'une feuille lui tombe dessus et il pousse des cris tellement il a mal au ventre. Quand on arrache, je dirais presque un cheveu aux riches, et encore, même pas leur arracher, là c'est juste les recouper, ils poussent des cris comme si on les écorchait vifs. Tellement relayés ces cris. Il faut éteindre les télés, sans déconner. Vraiment. Il faut éteindre les télés. Et si avec les télés, pour le manuel indocile, bon, alors, tout le monde est obligé de passer par là, on est aussi passé par là. À la fin de l'été, on avait rendez-vous à Libération pour discuter avec les gens. Bon, ils ont fait une promo à peu près correcte, mais enfin même très correcte, il faut bien l'avouer, parce que les journalistes, eux, parfois certains ont une vision un petit peu haute de leur métier, mais moi je n'avais pas suivi auparavant Libération, le journal de Sarthe, ça fait longtemps, parce qu'entre-temps, c'était devenu le journal de Julie. Le journal de la Fondation Saint-Simon et le journal de Vive la crise d'Yves Montand et bref, était à République. Maintenant, c'est dans des nouveaux quartiers, je suis complètement perdu, la rue n'est même pas indiquée, etc. Tout est rassemblé dans Altis de Patrick Drahi, qui, dans le même immeuble, donc, rassemble Libération, l'Express et BFM TV. Le manuel indocile de sciences sociales, les journalistes de Libération qui en ont fait la chronique, qui en ont fait une belle chronique dans Libération, papier, ça a été 3 pages, très beau boulot, etc. Avec pour titre ce livre qui dézingue les évidences libérales. Sur le site de Libération, ce papier n'a pas été mis. Parce que le site de Libération, il est infiniment plus regardé que le journal papier n'est acheté aujourd'hui. Et que là, des choses se jouent. Et donc, oui, bien sûr, il faut trouver aujourd'hui, peut-être, les moyens de refaire ce qu'étaient les origines de Libération. L'agence Presse Libre de Sartre, l'agence Presse Libre qui disait « les journalistes doivent aider à mettre en forme ou à faire des enquêtes, mais les journalistes doivent aider à mettre en forme ce que les personnes voient et savent au quotidien, les luttes que les personnes mènent au quotidien. » C'était ça, l'agence Presse Libre Libération, avant que ça ne devienne l'appendice de BFM TV. Plus que jamais, il est urgent d'inventer. Plus que jamais, il est urgent d'avoir des projets indociles de cette espèce, de nous réapproprier le pouvoir de, comme disent certains rapports, bring the noise, faites du bruit, le pouvoir de faire du bruit, parce que les multinationales et ceux qu'ils emploient font du silence. Alors nous devons faire du bruit et avoir les moyens de le faire. Juste un mot sur Emmanuel Macron et ses cadeaux fiscaux aux plus riches, tiré là pour le coup
du laboratoire des inégalités mondiales dirigé par Piketty et Zuckman. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, donc les cadeaux fiscaux, vous le savez peut-être, ont rapporté 4,5 milliards d'euros aux 1% les plus riches. Plus de 1,27 milliard d'euros aux 0,01% les plus riches. Convertissons. Par jour, par journée, pour les 0,01% des plus riches dans ce pays, par jour, par journée, un gain de 3,5 millions d'euros. Pour 6 600 personnes. Alors que les urgences craquent, alors que les bourses des étudiants sont toujours aussi ridicules et obligent un étudiant sur deux à travailler pour financer ses études, alors que les APL sont réduites, alors que les pensions de retraite sont réduites, alors que l'assurance chômage est cassée, dois-je continuer? Et que le salaire, par exemple, des fonctionnaires est bloqué depuis je ne sais combien d'années, etc. Alors que les CDD n'arrêtent pas d'augmenter, etc. Ces plus riches ne le demandaient d'ailleurs même pas. Et d'un point de vue juste... donc il s'agissait simplement, je dirais presque, d'un acte d'allégeance. D'un acte d'allégeance. Cela, économiquement, tout le monde le sait, ne produit rien. Les décisions de localisation d'entreprise ou pas ne se définissent pas à l'aune de ces cadeaux, mais à l'aune des profits que vont réaliser telle ou telle firme sur des études qui sont autrement documentées. C'est un acte juste d'allégeance. Il s'agit juste de dire « je suis de votre monde, je suis là par vous, je suis là pour vous ». Il s'agit de leur dire, je citais Jacques Brel tout à l'heure, qu'on me permette de citer Jodassin, j'entendais tout à l'heure dans la voiture, il s'agit de leur dire on ira où tu voudras, quand tu voudras. Nous, on va essayer de faire que ce ne soit pas possible, parce que ça fait longtemps que ça dure, et autrement, ça ne cessera de durer. Les inégalités ont donc été accrues. Les inégalités en France n'avaient pas besoin de cela. Le rapport de l'Observatoire sur les inégalités pour 2019 montre qu'en moyenne, les 10%, alors là, pour le coup, ça fait beaucoup plus de monde quand même, mais malgré tout, ça dit les inégalités, les 10% des plus aisés touchent 6,8 fois plus que les 10% les plus pauvres, après impôts et prestations sociales, dans ce pays, avant même que Macron n'agisse. La France, il faut le savoir, est, après la Suisse, tout de même, le pays d'Europe où les riches sont les plus riches. Juste la Suisse nous dépasse. Est-ce une surprise? Et bien sûr, les revenus des plus riches proviennent essentiellement du patrimoine immobilier, mais aussi mobilier, c'est-à-dire des actions, des obligations, etc. Les écarts de patrimoine, j'en parlais, évidemment sont là pour le coup plus importants encore dans ce pays que les écarts de revenus, puisque les 1% pour le coup des plus fortunés possèdent 17% de l'ensemble du patrimoine, l'ensemble des richesses. Les 10% les plus riches possèdent 50% du patrimoine. Bon, les inégalités existaient avant Macron, elles sont accrues. Mais puisque, paraît-il, Macron s'est ému en regardant... Alors Macron s'émeut en regardant des films. Puisqu'il ne nous voit pas, alors il nous voit par des films. Et donc, il s'est ému en regardant le film Les Misérables, rapportent complaisamment les médias, demandant à toute force d'agir. Mais je crois qu'il faudrait quand même lui rappeler que les enfants pauvres ne naissent pas dans les choux.
ils ne sont pas apportés par des cigognes. Ils naissent dans des familles qui sont des familles sans emploi, les familles discriminées, les familles ségrégées dans les territoires sociaux où il y a d'ailleurs le plus de pauvres, le plus de sans-emploi et le plus de chacun seul. Je voudrais juste d'un mot peut-être, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais je voudrais juste d'un mot, alors dans ce cas-là, parce qu'il me reste plein de trucs à dire, mais peut-être on en parlera plus tard. Juste un mot, indiquer ceci, et montrer en quoi l'extrême finance qui nous gouverne rejoint l'extrême droite qu'elle alimente. J'habite dans l'Aisne. Je travaille à l'Université de Picardie, j'habite dans l'Aisne. Dans l'Aisne, qui détient le triste record avec le Pas-de-Calais, d'avoir placé Marine Le Pen déjà en tête au second tour de l'élection présidentielle. Ce sont les deux seuls départements dans ce cas. L'Aisne est une, comme on l'appelle, une zone rurale pauvre où beaucoup d'emplois industriels ont été détruits et où les personnes votent donc très fortement Front National. Autour de chez moi, j'ai regardé, pour une étude que je faisais, les petits patelins. Les votes Front National, enfin Le Pen maintenant, Rassemblement National, sont de l'ordre de 69%. Et 2 personnes sur 3 que l'on croise ont voté Le Pen. 69%, 65%, 63%, 68%, il faut faire toute la couronne de ce qui m'envoie, comme voisin, comme une voisine, voilà les chiffres. D'où cela vient-il? Cela vient, bien sûr, de ce surchômage. Cela vient, bien sûr, des CDD et de la réorganisation du travail, dans lequel, au travail, les gens qui travaillent encore, surveillés par leur hiérarchie de plus en plus, surveillés quand ils travaillent dans le privé, notamment dans le commerce, par les clients, avec les questionnaires clientèle, surveillés par leurs collègues dans une concurrence entre les salariés savamment orchestrée, par exemple dans le commerce alimentaire, par exemple à Auchan, entre les caissières, pour savoir qui va avoir un emploi du temps sans trou énorme, qui peut-être aura le droit à une prime, etc. Les réorganisations libérales du travail imposées à toute force et qui créent ensuite des effets de cliquet dressent les salariés les uns contre les autres. Le plus proche, le collègue, le voisin, est perçu non pas comme un semblable alors qu'il est semblable. Il est perçu comme une menace. Il est perçu comme un rival. Il est perçu comme un danger, alors que le vrai danger, on ne le voit jamais, on ne le connaît même pas. On ne connaît même pas qui vous emploie par ailleurs. Et ce qui formait la base, allez, pour le dire vite, de la gauche, dans toutes ces acceptions, toutes ces nuances, toutes ces couleurs, peu importe, ce qui formait cela, c'était au départ la fabrication d'un intérêt commun. Mais cette fabrication d'un intérêt commun, notamment au travail, est rendue impossible à partir du moment où le plus proche, le collègue, le voisin, est perçu comme une menace. À partir du moment où les pauses, comme le disait récemment quelqu'un, les pauses, c'est clope ou pipi, mais certainement pas dialoguer avec les potes. Ça n'existe plus. Le monde où je vis, dans l'Aisne, est devenu un monde alvéolaire, est devenu un monde où ceux qui travaillent sont, par ceux qui ne travaillent pas, considérés comme des privilégiés. Voilà la guerre des pauvres contre de plus pauvres qu'eux. Où ceux qui ne travaillent pas et qui perçoivent des allocations considèrent, reclus chez eux, dans la réclusion
obligatoire, considère que ceux qui perçoivent d'autres allocs, les mêmes ou presque, sont des privilégiés. Voilà la guerre et l'intensification de la guerre des pauvres contre de plus pauvres qu'eux. Tout ce qui existait comme lieu collectif, je parlais de fabrication de l'intérêt commun, tout ce qui existait comme lieu collectif a été dans cette zone détruite. Les écoles ont été détruites. Les instances de protection sociale n'existent plus. Les centres des impôts s'en vont fermer. Les urgences, il faut attendre 15 heures. Les postes aux urgences, hôpital de Soissons, hôpital de Laon, etc., Chauny, sont supprimés au lieu d'être créés. Les services sont regroupés, ce qui fait qu'il faut faire 50 km pour aller dans tel ou tel type de service ou pour accoucher. Tous les lieux qui créaient de l'identité locale, de l'interconnaissance, de l'estime de soi et des autres. Je parlais des écoles, des parents d'élèves. Les clubs de sport, je ne suis pas très majorette, mais les clubs de majorette, je ne suis pas très chasse, pêche, nature et tradition, mais les sociétés de chasse. Tous les lieux où se créait de l'estime de soi et de la connaissance des autres n'existent plus. Nous sommes dans un monde où l'extrême finance qui a tout cassé et qui continue de le faire, et dont les projets de loi pour continuer de le faire sont prêts, crée du chacun seul, crée du chacun sa merde, crée un sauf-qui-peut général matiné d'impuissance, et j'allais dire la générale de ce sauf-qui-peut général s'appelle Marine Le Pen. Ils alimentent Marine Le Pen, car Marine Le Pen n'est pas en situation de passer, et eux passeront contre Marine Le Pen. Qui ne voit pas ce calcul? Qui ne voit pas, lorsque l'on pointe du doigt les immigrés pour imaginer la vieille recette sarkozienne des quotas d'immigrés et la ressortir pour la brandir, ça ne sera jamais appliqué, pour la brandir de la sorte, qui ne voit pas dans ces stigmatisations, qui néanmoins auront des effets sur les contrôles aux faciès, auront des effets dans le renforcement général d'une peur générale, qui ne voit pas que tout est mis en place pour que monte le Rassemblement national de manière à ce que l'extrême finance continue de gouverner. Avec un extrême danger. Dans l'Aisne, les gens sont pauvres. Le taux de pauvreté est bien supérieur à la moyenne nationale, taux de chômage également. Il y a très peu de délinquance en réalité, mais vous avez, dans chaque village, à l'entrée du village, un œil, iris bleu, voisin vigilant. Ici, voisin vigilant. Voisin vigilant, pourquoi? Juste, il y a beaucoup de personnes âgées, jamais eu vent d'un seul cambriolage nulle part. Par contre, les violences existent. J'en ai pas parlé, malheureusement, il faudrait tellement. Les violences conjugales, les rapports des garçons violents envers les filles, toutes les violences sociales de cette espèce s'accroissent. Bien sûr. Quand l'univers est un univers de violence. Donc nous sommes en face de personnes qui nous font violence dans une légitimité d'eux-mêmes qui n'est jamais questionnée, dans une certitude de leur réussite, de leur bonheur et de leur honneur qui n'est jamais questionnée, parce qu'ils ne nous connaissent pas. Ce que j'espère, pour ma part, c'est qu'ils vont vite apprendre à nous connaître. Et que nous ne pourrons le faire qu'ensemble. Et puisqu'il est question de casser plus encore ce qui n'est pas des acquis sociaux, mais des conquêtes sociales. Les conquêtes sociales issues des luttes menées par les militants d'hier, menées par tous les militants d'hier,
par les militants communistes d'hier, par les militants libertaires d'hier, par les militants syndicalistes ouvriers d'hier, par les militants mutualistes d'hier, par les militantes féministes d'hier, et même y compris par les militants socialistes, quand tous les socialistes étaient encore socialistes, puisqu'il est question de casser ce qui va au-delà de nous-mêmes, ce qui est une civilisation sociale, et notamment ce qui est une civilisation des services publics. Et pour moi, la civilisation des services publics se nomme égalité. La civilisation des services publics n'a d'autre nom que la civilisation de l'égalité sociale. Puisqu'il est question d'introduire partout l'inégalité en favorisant les premiers de cordée, alors oui, j'espère, et ce sera le mot que je dirais pour terminer, que si l'on veut casser les retraites, le 5 décembre, ensemble, on organise pour Macron son pot de départ, son pot de retraite. Oui, beaucoup de choses qui ont été dites me semblent extrêmement importantes et nécessaires. Je ne sais pas comment hiérarchiser, mais la première peut-être, sur ce que tu disais relativement aux gilets jaunes et relativement, j'allais dire, aux misères juxtaposées, qui s'ignorent, isolées, et où on se croit, moi j'en parle tout le temps en connexion avec l'endroit où j'habite, dans l'Aisne, hein, misère juxtaposée, isolée, qu'on estime être les seuls qui existent. Bien, il y a eu ce mouvement des ronds-points. Et on retrouve également, bien sûr, dans l'activité syndicale, cette mise en commun des souffrances, des difficultés, des arbitraires, des hiérarchies qu'on ne supporte pas, et à raison, etc. Mais il y a eu ce mouvement des ronds-points. Et, juste une anecdote, mais que je cite, ou deux peut-être, que je cite parce que, bon, peut-être ça fait chaud au cœur. Dans cet environnement où donc beaucoup de gens votent Front National, sur les ronds-points, il y avait des militants CGT, ou des ex-militants, parce que beaucoup de boîtes ont fermé, notamment ou ont extrêmement diminué leurs effectifs. Je pense à Saint-Gobain, mais aussi des usines de pneus, etc., dans l'Aisne, dans le Soissonnais. Et donc il y avait beaucoup de gens qui votent Front National. Sur les ronds-points, d'abord, premièrement, je voudrais faire remarquer que le respect, j'en ai trop peu parlé, alors que dans ce pays, vous le savez, il y a un viol toutes les 7 minutes. Toutes les 7 minutes. Les violences faites aux femmes restent très considérables au travail ou en dehors du travail. Ce mouvement des Gilets jaunes, des ronds-points, sur les ronds-points, le respect entre hommes et femmes a été totalement considérable. Moi, je me rappelle d'une dame, je vois son visage en vous parlant, me disant mais ici, c'était 3 mois après le début du mouvement, jamais j'ai été aussi respecté. Pas au travail, ça c'est sûr, pas par le patron, mais pas par mon mari non plus. Et c'est aussi ce qu'a apporté, je trouve, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est cette égalité dans l'action entre hommes et femmes, et ce respect qu'on trouve rarement ailleurs, qu'on trouve aussi dans le syndicalisme. Juste sur le mouvement des Gilets jaunes, juste une autre anecdote, il y a des anniversaires ont été fêtés. Moi, je me rappelle de ce grand type, colosse, qui est Vigile, bon, qui vote Front National, bon, et à qui on a fêté l'anniversaire, bon, et qui pleurait. Et à un moment donné, il n'a pas pu retenir ses larmes, il pleurait. Et son pote à côté a dit, tu sais, il collait des affiches du Front National avec lui. C'est pas le genre à pleurer, hein. Et le type a dit, je voudrais tous vous remercier parce que ça fait 10 ans, en fait, mon anniversaire, je le fête qu'avec mon chien.
mais retrouver ce collectif qu'on trouve dans le syndicalisme. Mais quand beaucoup de gens ne sont plus au travail, quand beaucoup de gens sont très très loin d'être au travail, isolés, reclus, enfermés, auto-entrepreneurs qui peinent, qui sont surexploités, qui se surexploitent, bon, le syndicalisme n'est pas évident comme moyen de trouver du collectif. Et donc là, on a vu... Alors, il y a eu des choses extraordinaires. Je pense à un entrepreneur, jeune artisan plombier, Johan, il s'appelle, qui, la première fois où je l'ai vu, il dit oh, les bougnoules, moi, je ne peux pas les supporter, les bougnoules... Je me suis gardé de beaucoup de rêves, même y compris de lui dire « mais t'en connais ?» Parce que probablement il n'en connaissait pas. Il ne connaissait pas beaucoup d'autres personnes que les personnes très proches de lui. Et puis au bout de 3-4 jours, il est tombé amoureux de Malika. Et ensuite, en même temps c'était compliqué parce que lui aussi était dans les trucs FN, etc. Alors vis-à-vis de ses potes c'était compliqué, mais il passait... pour essayer de la séduire, j'imagine. Il passait tout son temps chez les parents de Malika, en prétextant que il fallait quand même revoir la plomberie parce qu'il y avait des problèmes, c'était pas normal, c'était pas normal. Bon voilà, depuis ils sont ensemble, etc. Et donc c'est aussi ça la magie. Non, c'est aussi non, parce qu'il m'a dit après, à un moment donné, il m'a dit en fait, ça j'étais con. Ça a bougé ça a fait exploser il m'a dit cette expression, ça a fait exploser des bouchons dans ma tête. J'étais trop con. Alors, il ne faut pas croire non plus que le mouvement des Gilets jaunes, notamment par exemple dans l'Aisne, parce qu'il y a une inertie des votes, surtout quand les gens n'ont jamais déçu, puisqu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Il y a une inertie des votes, surtout des actes répétés de vote, etc. Puis tant qu'il n'y aura rien de proposé comme offre crédible, concrète, pas du baratin, concrète, ce qu'on gagne concrètement à voter pour, si on doit voter, à un moment donné, pour tel ou tel, ce qu'on gagne concrètement, tout de suite, pas dans 6 mois, tout de suite, car l'argent, il est là. Pour ce dont je parlais, l'extrême finance, c'est depuis très longtemps l'apothéose du coffre-fort, comme disait Balzac, l'apothéose du coffre-fort. Eh bien, à un moment donné, le coffre-fort, s'il déborde, vous inquiétez pas, on va prendre. Bon. Donc il faut des mesures concrètes. Mais tant qu'il n'y aura pas cette possibilité concrète pour les personnes de se dire « je tente le coup quand même malgré tout », mais parce que les gens sont punis, parce que les gens sont en prise avec les milieux populaires, sont engloutis dans le peuple. Tant qu'il n'y aura pas ça, évidemment, il y aura une certaine inertie des votes. Mais malgré tout, l'action collective, ça retisse des diagnostics communs concernant ceux qui, en réalité, sont nos adversaires. Et où il est bien montré que nos adversaires, ce n'est pas les plus proches, ceux qu'on fantasmait comme adversaires. C'est aussi ça, très fortement, moi, j'étais sur les ronds-points, etc., que le mouvement des Gilets jaunes m'a montré parce que je n'imaginais pas ça possible. Et y compris des solidarités concrètes, où tel va prêter son motoculteur à tel, qui va faire tel... Des solidarités concrètes. Je crois beaucoup qu'on reconstruira aussi la gauche comme ça, avec des solidarités concrètes, mais qui restent encore à imaginer. Et à mon avis, s'il y a un mouvement en décembre, il faut qu'il continue ce mouvement, mais qu'il continue en se structurant de façon horizontale, en réseau, etc., mais en apportant concrètement des choses aux personnes, concrètement dans leur vie ordinaire, concrètement. Voilà. Et c'est facile, c'est pas difficile à faire, c'est possible tout au moins de le faire. Et là, on montrera que la gauche, dont beaucoup de gens pensent, parce que pour eux, c'est le Parti socialiste au pouvoir, pour eux, la gauche a trahi. Donc la gauche n'est pas du côté du peuple. Bon, voilà, moi, il faut montrer, évidemment, l'inverse. Un autre point a été évoqué, puis je reviendrai à ta question, qui est la question, tu disais, rien n'est fatal. Oui.
Mais Bourdieu disait qu'il y avait quand même malgré tout une fatalité du probable. Il faut contrarier la fatalité du probable. Mais en même temps, être conscient que ce que l'histoire a fait, l'ordre du monde que l'histoire a fait, notre histoire peut le défaire. Si nous nous en donnons la force, et nous avons la force du nombre. Donc ce que l'histoire a fait, l'ordre du monde et les hiérarchies qui ont été ainsi constituées, notre histoire peut le défaire. Moi je crois beaucoup à l'union autour du syndicalisme, avec les syndicalistes, avec le mouvement social et les associations. On parlait tout à l'heure du rapport aux politiques. Je serais tenté de dire aujourd'hui syndicalistes et associatifs, universitaires critiques qui existent, mais qui sont très isolés. Enfin isolés, pas isolés, mais dans leur monde. Nous, syndicalistes associatifs, universitaires critiques, créons, artistes, créons une alliance neuve. Créons l'alliance de ceux qui sont en prise avec la population. Créons-la. Je n'ai rien contre ceux qui se dévouent parfois pour occuper des postes politiques, mais je n'oublie pas les leçons de la sociologie politique qui indiquent que, oui, les professionnels de la politique sont des professionnels de la politique qui ont des intérêts professionnels dans leur carrière politique et qu'ils servent ces intérêts professionnels, plus ou moins connectés aux populations, mais tout de même, là aussi, dans un monde très endogame, avec, pour beaucoup, pas tous, ne soyons pas indifférents aux différences, mais avec, pour beaucoup, la première des ambitions qui est d'être réélu. Sans structure, souvent, qui les rappelle à l'ordre. Je rêve d'une structure qui les rappelle à l'ordre. Je rêve d'une alliance neuve entre des syndicalistes, des associatifs. On entendait tout à l'heure le CCFD. Bon, voilà, on a entendu plein de gens qui font des choses extraordinaires. Groupons-nous. Essayons de créer au moins une sorte de pôle de ceux qui sont en prise directe avec les populations. Excusez-moi de me répéter. Enfin, le dernier point est le point du mérite, du talent, etc. Pierre Bourdieu a introduit, sociologue très important, a introduit le concept de capital culturel qui permet d'y voir quand même beaucoup plus clair, y compris corrélé avec beaucoup de statistiques maintenant, beaucoup plus clair dans cette farce que l'on nomme le mérite, mais notamment le mérite scolaire. Qu'est-ce que c'est que le capital culturel? C'est le fait, globalement, d'hériter de sa famille un ensemble de savoirs culturellement valorisés par l'école ou de savoir-faire culturellement valorisés par l'école. Bon. Et ça se traduit très vite, pas assommé de chiffres, mais chiffres qui datent un peu, c'est les derniers. En 2011, avant le CE2, 11% des enfants d'ouvriers ont redoublé. 1 sur 10, avant le CE2, contre 0,6% pour les enfants de cadre. À l'entrée en 6e, 21% des élèves dont les parents sont ouvriers ont redoublé au moins une fois, en 6e à 11 ans. Bon. Étude de l'INSEE, septembre 2014. Qui peuple les écoles de l'élite? Bon, on le sait très bien, ce sont les enfants de l'élite. Je peux là-dessus continuer sur les chiffres, mais je ne vois pas, on peut abonder sur les chiffres, l'utilité d'en donner davantage. Ça ne veut pas dire que les milieux populaires n'ont pas de culture. Les milieux populaires ont plein de savoirs, plein.
Mais ce ne sont pas les savoirs qui sont valorisés à l'école. Les savoirs qui sont valorisés à l'école sont les savoirs de ceux qui se sont servis de l'école pour arriver à des positions de domination, qu'ils vont ensuite nommer mérite personnel, voire talent, et qui sera au principe de leur richesse. Ce que toute la sociologie de l'éducation dit. Qu'il me soit permis ici de dire ceci, c'est que, peut-être y a-t-il des parents ou des grands-parents, et donc la réforme du bac de Blanquer, ex-directeur de l'ESSEC, sous ce rapport est absolument catastrophique. En quoi consiste-t-elle quand on regarde précisément, quand on écoute les enseignants qui vont la faire passer, être obligé de... La réforme du bac sanctionne de plus en plus tôt la réussite des élèves, soi-disant, enfin l'intégration par les élèves d'un ensemble de connaissances. C'est-à-dire qu'elle sanctionne avant même que les profs aient eu le temps de faire leur travail, sur un peu de long terme. Elle sanctionne quoi? Le capital culturel hérité. Voilà. Auparavant, le bac, qui était la clôture, pourrait-on dire, de 3 ans d'études, bon, voilà, enfin, de plus, mais de 3 ans d'études, tenait la possibilité pour les jeunes, pour les élèves, pour les jeunes, pendant ces 3 ans d'études, à leur rythme, d'acquérir aux professeurs la possibilité de faire leur travail, qui est d'aider à apprendre. Mais à partir du moment où le bac commence en première, à partir du moment où le bac commence au premier trimestre de la terminale ensuite, mais alors dans ce cas-là, les profs ne peuvent plus faire leur travail. Les profs ne peuvent plus aider à apprendre. Les profs doivent, le plus vite possible, pour ceux qui suivent, distribuer à la va-vite des connaissances qui vont être sanctionnées par le bac dans l'urgence. Le bac devient un instrument plus qu'auparavant de ratification du capital culturel hérité, en toute inégalité. Ce système faiblement méritocratique de l'école publique, parce que le privé est fortement favorisé par Blanquer, c'est une autre histoire. Mais enfin, Blanquer est le ministre d'un État, ministre des services publics, qui s'en va tout de même servir prioritairement le privé. Cherchez l'erreur. Mais enfin, il n'y en a pas puisqu'il appartient au gouvernement Macron. Donc l'école, auparavant, s'est construite, l'école dite de la République s'est construite contre l'héritage. Le diplôme contre l'héritage. L'école de la République devient maintenant la ratification le plus vite possible de l'héritage du capital culturel. Capital culturel et capital économique marchant de pair, bien évidemment. Ce qui va évidemment produire une endogamie supplémentaire de l'élite, une augmentation des barrières, des frontières, des fossés entre les classes devenant à terme, oui, des castes dont on ne sort plus. Voilà. Un autre exemple là-dessus, et j'arrête. Les IUT. Les IUT étaient, pendant longtemps, la possibilité pour des enfants issus de milieux, la plupart du temps, populaires, de mettre le pied dans l'enseignement supérieur pour ensuite continuer à la fac, etc., etc. Bien. Désormais, est en projet là, il y a eu une tribune dans Libération il y a quelques jours, est en projet là une réforme des IUT qui empêchera toute équivalence possible entre quelqu'un qui aura un diplôme d'IUT et l'université. Ce qui fait que la personne aura un diplôme d'IUT, point barre, il sera renvoyé vers l'emploi, mais pas plus loin que son origine, avec une petite ascension sociale, microscopique, pas plus loin que son origine sociale ne le mettait. Si ce n'est pas ceci transformer les classes sociales déjà fortement hiérarchisées en castes, qu'est-ce?
Donc, moi, je crois urgent, effectivement, de se réunir. Je suis très heureux de ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des appels unitaires, parce que la situation exige l'unité la plus large. Mais surtout, pour moi, j'espère vivement que ce mois de décembre, ce sera entre nous l'apéritif. Après, c'est le plat de résistance.